Bonjour tout le monde et bienvenue à notre série de réflexions. Ici Sophie Lalonde de Financière 3D, planificateur financier. Je suis jointe ici avec mon amie Caroline Rayon, qui est fiscaliste et écrivaine. Elle a écrit plusieurs bouquins, dont l'utilisation des fiducies dans la planification successorale et testamentaire. Donc, bienvenue Caroline et merci de nous joindre. Merci. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler des testaments de propriétaires d'entreprises. Hein. Souvent, c'est des gens qui aiment le moins la paperasse, incluant moi. Et puis, si on peut éviter d'écrire notre testament parce que les choses changent tout le temps, et puis évidemment, bien, ça va amener la superstition que tout d'un coup, si j'écris mon testament, je vais mourir. Donc, après tout, mon conjoint, c'est la personne qui me connaît le plus. Ça fait longtemps que je suis avec. Et puis, ils peuvent s'en occuper, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Caroline? Bien, en fait, premièrement, on peut quand même dire que si on écrit un testament, on a fait des tests et les gens ne meurent pas parce qu'ils ont écrit leur testament. Donc, il n'y a vraiment pas de danger de ce côté-là. Il n'y a pas de lien entre la rédaction du testament et un décès subi. Donc, déjà là, ça va. Mais c'est vrai que les propriétaires d'entreprise n'aiment pas tellement avoir quand même parlé de la mort et sont très occupés. Et ça, c'est un petit peu là, en bas de la liste. Toutefois, il faut quand même se rappeler que lorsqu'on parle des conjoints de fait, là, tantôt quand tu disais, ah ben là, ça y est, de toute façon, tout va aller à mon conjoint. Ben, si vous êtes conjoint de fait, le Code civil ne reconnaît pas les conjoints de fait et en cas de décès, le survivant ne reçoit rien. Donc, il ne reçoit pas la maison, il ne reçoit pas les actions de la compagnie, il ne reçoit rien. Si vous êtes marié et qu'il n'y a pas de testament, bien là, le Code civil va venir nous dire qui va recevoir quoi. Et là, s'il y a des enfants, un tiers irait au conjoint et le 2 tiers des actifs irait aux enfants. Alors, ce n'est pas toujours ce qui est souhaité, notamment, bon, dépendamment aussi de l'âge des enfants. Et il faut aussi faire attention à ceux qui remettent à plus tard quelqu'un, par exemple, qui ne serait pas divorcé, donc séparé, non divorcé, mais maintenant vivant avec quelqu'un d'autre, étant conjoint de fait. Ben, en cas de décès, ça, c'est un problème parce que légalement, la personne est toujours mariée. Alors, à remettre à plus tard le testament, c'est pas toujours l'idéal. Ben, c'est vrai, quand tu parles de personnes mariées qui ont été mariées puis se divorcent et ils vont se remarier, c'est déjà arrivé dans un de mes cas, moi, où est-ce que tout l'argent a été à la première femme et non à la nouvelle femme qui venait dans le portrait. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc, vous avez tout à fait raison là-dessus. L'autre chose que je voulais savoir, mais sans si on n'a pas nos testaments décrits souvent, est-ce que c'est pas très bon pour quand on fait de la planification fiscale et surtout quand on veut prendre soin de nos enfants, principalement mineurs? Ben, c'est certain aussi que, surtout dans un contexte de quelqu'un qui aurait une entreprise, une compagnie, souvent, ce qu'on va vouloir être en mesure de faire, c'est d'avoir des possibilités de faire une planification post-mortem après le décès. Donc, pouvoir faire une planification fiscale. Et là, ce qui va se passer, c'est que, bon, si on revient aux règles générales, c'est au niveau fiscal, lorsque je transfère au décès des biens à mon conjoint fiscal, qui peut être un conjoint de fait ou un conjoint marié, lorsque c'est transféré au conjoint, il n'y a pas d'impôt à payer à ce moment-là. Donc, il y a un roulement. Donc, je reporte en fait l'impôt au décès du conjoint survivant. Donc, ça c'est une règle. Toutefois, quand on vient de voir que lorsqu'il n'y a pas de testament, une partie des biens vont au conjoint, une autre partie va aller aux enfants. Ce qui veut dire que probablement qu'on va générer de l'impôt sur la partie qui va aller, des biens qui va aller aux enfants, parce qu'au niveau, lorsqu'il y a un décès, outre le conjoint, bien, les autres actifs, c'est comme si c'est la même chose que si on les vendait. Donc, bon, grande possibilité de générer du gain en capital, peut-être de la récupération d'amortissement si on avait des immeubles. Donc là, on va aller se générer de l'impôt, ce qui fait en sorte qu'il va falloir penser à trouver des liquidités pour être capable de faire le paiement des impôts. Donc, on ne pourra pas faire les mêmes planifications. Et aussi, notamment, si les enfants qui reçoivent les biens sont des mineurs, bien là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pouvoir toucher à leur héritage à 18 ans. Donc, 18 ans, ça peut être quand même assez jeune si on parle d'une succession relativement importante ou des actions d'une compagnie. Donc, il y a cet élément-là qu'il faut prendre en considération. Donc, à 18 ans, la personne pourra avoir l'héritage. Puis, entre-temps, ça va être géré, si on veut, ça va être administré par le tuteur, qui est le conjoint survivant. Et le tuteur, bon, si on parle d'une succession qui dépasse 25 000 conseil de tutelle qui est impliqué, curateur public. Donc, il faut quand même réfléchir, là, ça peut devenir un petit peu beaucoup plus de paperasse, hein? Quand on met la tutelle, puis les curateurs, etc., c'est encore plus d'ouvrage pour la personne qui, malheureusement, est prise. Oui, puis il faut penser aussi, tantôt
on parlait là, d'un cas là, de divorce. Il y a certains clients qui disent, ben moi, je suis divorcée disons, de la mère de mon enfant et si je devais décéder, je ne voudrais pas que ce soit mon ex, en fait, qui est la tutrice, qui se retrouve à administrer la succession de notre enfant. Donc, il y a certaines personnes qui ont un petit malaise avec ça. Alors, effectivement, là, c'est quelque chose qu'il faut penser. Donc, d'où l'idée vraiment d'avoir un testament. Fait qu'en tant que, là, qu'on a compris qu'on a besoin d'un testament, mais ça étant dit, à quoi qu'on doit penser au niveau des clauses en tant qu'entrepreneur? À quoi je devrais mettre? Ben, je pense qu'en premier lieu, c'est toujours la question du liquidateur. Ça, c'est toujours la question à 100 $. Les gens, on leur demande ben, qui vous nommer comme liquidateur. Donc, la personne qui va régler la succession, payer les dettes, les impôts, remettre les legs et tout ça. Donc, souvent, c'est pas toujours évident de trouver cette personne-là, mais c'est certain que dans un contexte où j'ai quelqu'un qui a une entreprise, on va, comme je disais tantôt, on va vouloir faire quand même souvent de la planification post-mortem, donc après le décès pour réduire les impôts, tant du défunt que de la succession et des bénéficiaires. Donc, même, je pourrais décider de nommer un professionnel, un avocat, un comptable, c'est certain, mais si je préfère nommer quelqu'un d'autre, il faut quand même que ce soit quelqu'un qui va être en mesure de bien travailler avec les professionnels pour justement, parce qu'il peut y avoir un petit peu plus de complexité au niveau de la succession quand on va vouloir la régler et les transactions qu'on va vouloir faire. Aussi, quelqu'un qui quand même fait un petit peu l'unanimité au niveau des membres de la famille ou des bénéficiaires pour éviter bon, qu'il y ait trop d'accrochage éventuellement. Donc, on veut quand même quelqu'un qui peut ou qui connaît quand même un petit peu la dynamique de la famille, savoir un petit peu à quoi s'attendre. Toute la question du non-résident, bon, je pense que tu le vois aussi souvent dans ta pratique, des gens qui disent, ben moi, ma fille habite en Californie, mon fils est en Floride, mais il a des connaissances en comptabilité, en finance, il pourrait être une bonne personne pour régler moi, la ça va très situation. bien quand vous faites ça. Moi, c'est super, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais affaire avec la banque, tu vas avoir un problème. Non, mais souvent, les clients ne seront pas au courant qu'effectivement, bien, ça peut m'amener, bien, premièrement, je vais avoir une succession qui ne sera pas une succession canadienne. Donc, si mes bénéficiaires sont canadiens, c'est peut-être pas idéal. Si j'ai des actions d'une société privée à contrôle canadien, ça peut aussi amener certaines problématiques. Puis, du côté de tout, puis on avait déjà parlé lorsque nous avions fait une vidéo concernant le mandat de protection, c'est de dire, ben là, si j'ai quelqu'un de l'étranger, notamment un Américain qui veut, je pense, peut-être me donner des détails là-dessus, mais si on veut dire, ben, je voudrais qu'il y ait des transactions qui soient faites, par exemple, pour la succession, ça peut, je crois, amener certaines problématiques. Là. Bien, ça prend quelqu'un qui a une licence double, qui a une licence autant canadienne qu'américaine. Malheureusement, ça peut amener des problèmes si ce n'est pas le cas. Okay, donc, ça, c'est quand même des éléments dont il faut prendre en considération quand on va faire la nomination du liquidateur. Ensuite de ça, ce qu'on va vouloir regarder, ben, si on est dans notre contexte là, de personnes qui ont une entreprise, qui va recevoir les actions, en fait? Parce que souvent, ce qui va arriver, justement, quand l'entrepreneur n'a pas nécessairement, bon, n'a pas fait son testament encore, on est en discussion, puis là, il va dire, ben j'ai déjà pensé à ma relève, s'il arrive quelque chose, ben, dans ma tête, là, c'est pas mal décidé qui va recevoir quoi, est-ce que ce sont des employés, des membres de la famille, sauf que c'est dans la tête hein, de l'entrepreneur. Mais là, s'il arrive un problème, il arrive un décès, j'ai rien par écrit. Alors là, c'est important de s'asseoir et de dire, ben, dans le testament, il va falloir prévoir qu'est-ce qui va se passer avec les actions. Donc, qui va recevoir quoi, ça, c'est important. Évidemment, si tout ne va pas au conjoint, parce qu'on a plusieurs personnes en affaires qui vont dire, ben moi, j'aimerais, malgré l'impôt qu'il y aura à payer, je veux quand même que ça aille à mes enfants pour quelque raison que ce soit. Bien, évidemment, si tout ne va pas au conjoint, je n'aurai pas un roulement de tous les actifs. Donc, il y a quand même un risque d'impôt à payer. Donc, il faudra regarder où est-ce qu'on va prendre les liquidités pour faire les paiements. Ensuite de ça, on a aussi les cas aussi, bon, le client a plusieurs enfants. Et disons que trois enfants vont continuer l'entreprise. Donc, les actions de l'entreprise, ultimement, vont aller à 3 enfants. Les 2 autres ne sont pas impliqués dans l'entreprise. Bien, comment on va égaliser la succession? Parce que c'est rare que quelqu'un dise, ben, je ne laisserai rien aux 2 autres qui ne sont pas impliqués. Donc, il faut trouver des façons pour que ce soit équitable pour tous de faire l'égalisation de la succession. On peut penser aussi, si j'ai un bénéficiaire qui a un besoin particulier. Bon, souvent, les clients, au début, sont un peu réticents à trop raconter certaines histoires ou certaines problématiques avec des bénéficiaires.
notamment si un bénéficiaire, si un des enfants, un des membres de la famille a des problèmes de drogue, d'alcool, de jeu, a de la difficulté à gérer ses actifs. Ça peut être, bon, ça peut être aussi quelqu'un qui est très jeune. On dit, bon, on ne pourra pas nécessairement, trop jeune ne pourrait pas là, gérer les actifs. Donc, de parler aussi de ces circonstances-là, de ces situations-là, pour que nous, on puisse arriver avec des suggestions de clauses qui pourraient être insérées dans le testament pour justement protéger ces gens-là. Donc, ce n'est pas de dire on va déshériter quelqu'un parce qu'il y a un problème quelconque, mais c'est de trouver une façon de protéger en fait les actifs, mais aussi cette personne-là pour s'assurer qu'elle pourra quand même recevoir sa part de l'héritage de bonne façon. Et aussi, ça, c'est tellement vrai parce qu'on voit ça souvent. Hein, les gens y omettent certaines informations, puis après ça, tu découvres ça plus tard, puis là, tu es là, ah non, non, si tu me l'avais dit, j'aurais pu le protéger. Oui, c'est ça. Vous saviez au fur et à mesure, mais c'est quand même important de dire voici la situation. Il faut vraiment faut qu'on puisse bien aider aussi puis arriver avec les bonnes clauses. Parce qu'une fois que la personne est décédée, et ça, on le voit de plus en plus, beaucoup de litiges au niveau successoral, de gens qui vont tirer sur la couverture puis disent ben c'est pas ça que mon père voulait dire ou que ma mère voulait dire. Alors, moi, je dirais qu'il faut être très prudent parce que de plus en plus, on va voir des litiges en Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, d'une conférence familiale avant que tu fasses ton testament pour que tout le monde soit sur la même page? Parce que tu as raison, on voit ça de plus en plus, les litiges, les enfants qui se chicanent, les parents, puis des choses, des fois, tu regardes et tu te dis vraiment, là, ta chicane est pour la lampe. Oui. Oui, bien, on a vu des cas à un moment donné, c'était des gens, il y avait 2 frères, une sœur, puis un des frères avait reçu, son père lui avait donné un tableau, une toile qui valait 30 000 il avait donné de son vivant, mais là, le frère et la sœur qui réglaient la succession s'obstinaient que ça faisait partie de la succession. Ils ont dépensé 500 000 pour l'histoire du tableau qui en valait 30 000 et le juge est même lui dire, écoutez, je pense que votre père ne serait pas très fier de voir que ses enfants se battent et dépensent autant d'argent, qui est payé par la succession, autant d'argent pour s'obstiner sur un tableau parce que, bon, il y avait des petits problèmes. Il doit y avoir des parents qui se tournent dans leur tombe. Alors c'est ça qui arrive. Alors, l'idée d'avoir, je dirais qu'au Québec, là, les gens, les parents, ils disent, je ne veux pas que mes enfants sachent d'avance qu'ils vont être riches. Alors, on a quand même cet élément-là, cette petite peur de dire, ben là, s'ils savent qu'ils vont avoir de l'argent, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas faire ceci, cela. Donc, il y en a beaucoup qui attendent, ne veulent pas dire, ne veulent pas parler de montant. Mais c'est certain qu'on peut peut-être le faire d'une autre façon en disant, ben, on peut peut-être faire un énoncé de mission familiale, peut-être parler de ce qu'on veut faire avec l'entreprise, qui déjà là peut aider un peu, ouvrir un petit peu la discussion sans nécessairement parler de montant. Mais effectivement, là, parce qu'il y en a qui sont surpris, de voir que, bon, mon frère a reçu telle partie de la succession, pourquoi moi, j'ai reçu autre chose. Je pense que les gens devraient en parler de plus en plus, mais on a encore cette réticence-là à dire « Ah, je ne veux pas leur dire tout de suite. » Alors, il y a du travail à faire un peu de ce côté-là, mais oui, je pense que de plus en plus, on doit les inviter ou peut-être même nous être là puis les inviter un petit peu à discuter de comment ils voient la suite. Il y a eu plusieurs changements. Pardon? Il y a eu plusieurs changements au niveau fiscal avec les gouvernements dans les dernières années, ce qui a quand même affecté les fiducies en général. Est-ce qu'ils sont toujours utiles pour les gens d'affaires? Oui, alors ça, c'était, disons que les fiscalistes, les avocats, les comptables qui pratiquent en planification fiscale et successorale, on a eu quand même un choc quand tous les changements ont été faits, notamment en 2016, parce qu'on utilisait beaucoup la fiducie dans les testaments, la fiducie testamentaire, qui permettait quand même des économies d'impôts très intéressantes, pas tant pour le défunt que pour les survivants. Bien, pour les survivants, ça l'aidait en tout cas. Oui, ça l'aidait. Alors, on en faisait beaucoup et ça valait la peine. Alors là, en 2016, ils ont changé les règles, ce qui fait en sorte qu'au niveau fiscal, c'est moins intéressant. Toutefois, ça reste quand même très bien, notamment quand on veut avoir un certain, je dirais, contrôle sur les actifs. Et on peut parler, si je donne l'exemple, par exemple, des actions d'une société, quelqu'un pourrait dire, ben moi, je veux qu'ultimement, les actions soient remises à mes enfants, mais j'aime aussi l'économie d'impôt. Donc, on pourrait utiliser la fiducie testamentaire au profit du conjoint. Les actions, par exemple, sont transférées dans la fiducie. On nomme des fiduciaires de confiance. Le conjoint peut continuer à maintenir un style de vie comme il avait auparavant, mais je sais qu'au décès du conjoint, les actions iront à mes enfants. Parce que si je lègue directement au conjoint, évidemment, le conjoint
peut faire ce qu'il veut avec les actions. Donc, le fait d'avoir mis ça en fiducie, ça m'assure en fait qu'à la fin de la journée, mes enfants vont les recevoir ou vont les recevoir en fiducie. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Ou si le conjoint a peu de difficultés avec la gestion de ses affaires, ou il y a même des conjoints qui disent, moi, je préfère ne pas être responsable de cette gestion-là. Donc, on pourra utiliser la fiducie pour aider de ce côté-là. Tantôt, on a parlé des enfants aussi parce qu'on disait, on ne veut peut-être pas nécessairement remettre les biens de la succession quand l'enfant a 18 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, encore là, la fiducie testamentaire peut être intéressante parce qu'on va avoir diverses modalités selon les discussions avec le client. Est-ce qu'on peut verser peut-être du revenu aux enfants, puis rendu à un certain âge, on peut peut-être remettre un tiers, après ça un autre tiers, puis ensuite plus tard le résidu, mais on peut vraiment y aller par tranche d'âge ou un certain pourcentage de la succession qui amène un certain contrôle aussi en se disant, on ne veut peut-être pas que l'enfant reçoive tout en une seule fois, mais on veut l'étaler sur une certaine période. Donc, on utilise encore quand même beaucoup les fiducies dans les testaments, oui. Ben, c'est une bonne idée, hein? Surtout aujourd'hui avec les nouveaux mariages, les divorces, on se remarie, il y a d'autres enfants, il y a des demi-enfants, etc. Donc, c'est quand même une façon un peu mieux de contrôler toute la situation. Oui. Oui. Ça étant dit, je sais que tu as souvent plusieurs informations, mais y a-t-il d'autres choses d'autres conseils que tu pourrais nous donner au niveau de la planification successorale de l'entrepreneur particulièrement? Bien sûr, j'en aurais d'ailleurs beaucoup. Mais peut-être que les principaux, on peut penser, lorsqu'on est en train de faire la planification, ceux qui n'ont pas fait le gel successoral ou ceux qui en ont déjà fait un, on sait que, malheureusement, il y a certaines entreprises qui ont vu leur valeur baisser. Alors, c'est peut-être un temps de faire un dégel, en fait, de ce côté-là. Mais l'avantage, en fait, du gel, le principal avantage, c'est de dire, on va être en mesure, en fait, de fixer à l'avance l'impôt qu'on va payer au décès. Donc, je suis capable de vraiment évaluer ce montant-là pour faire par la suite, pour savoir où est-ce que je vais prendre les liquidités par assurance ou d'autres actifs. Et ça permet aussi aux membres de la famille d'être intégrés dans l'entreprise sans avoir à faire un déboursé important. Donc, la question du gel, moi, je dirais que c'est un des éléments à regarder. Aussi, selon qui détient, même, il y en a plusieurs qui vont avoir utilisé une fiducie familiale de leur vivant pour détenir des actions de la compagnie. Ou si j'ai des enfants ou d'autres membres de la famille qui sont actionnaires, pensez aussi à la convention entre actionnaires, qui est probablement l'autre document que les clients n'aiment pas tellement signer. On la commence, mais on la finit rarement, mais ça reste quand même important si je veux que les actions restent, les actions de la société familiale restent à l'intérieur de la famille. Donc ça, c'est un autre élément important. Aussi, dans la rédaction du testament, puisqu'on parle d'actions d'une entreprise, souvent, les actions vont se qualifier pour que je puisse réclamer l'exemption de gain en capital. Alors, si c'est bien rédigé, s'il y a les clauses appropriées sont dans le testament, on pourra souvent doubler cette exonération-là. Et là, cette année, c'est à plus de 880 000 Donc, selon la valeur des actions, ça peut être intéressant de pouvoir vraiment s'assurer qu'on pourrait la doubler si la situation s'y prête. Et aussi toute la question de la couverture d'assurance qu'on va regarder aussi. Parfois, une portion peut être utilisée pour payer les impôts. L'autre portion peut être vraiment verser un bénéficiaire qu'on aura désigné à l'avance, justement, comme j'expliquais tantôt, pour permettre, le temps que la succession se règle, d'avoir des liquidités. Et c'est intéressant aussi du vivant, même de l'entrepreneur, parce qu'avec une bonne désignation de bénéficiaire, le contrat d'assurance va être insaisissable. Donc, il y a quand même diverses choses ou divers éléments qu'on peut regarder et vraiment améliorer la situation et faire en sorte de réduire les impôts, puis s'assurer que ça va bien se passer avec la succession. Ah, c'est bon à savoir. Merci beaucoup pour ton information. Puis je suis tellement contente de savoir que si j'écris mon testament, je ne vais pas mourir demain. Donc, c'est une bonne idée, ça. Puis l'autre chose... Puis là, les gens ont le temps, là. Les gens ont le temps. C'est ça, ils n'ont rien d'autre à faire, là. Ils ne peuvent pas me dire que là, ils sont trop occupés, ils n'ont pas le temps. Et là, ces temps-ci, ils pourraient se mettre... Ils pourraient y penser, ils ont le temps. Puis ils ont passé beaucoup de temps avec leur famille. Fait que là, il y a un bon feeling au niveau de la famille, comment ça va. Oui, s'ils vont hériter ou s'ils vont être déshérités. Merci, Caroline, de ton temps. Toujours intéressant. Et puis, bonne journée. Merci, au revoir.